Bienvenue dans French Baratin avec Sybille, Cécile et Raphaël. D'après l'IFPI, qui représente l'industrie du disque dans le monde, les gens passent en moyenne 20,7 heures par semaine à écouter de la musique. C'est le double du temps passé à manger, qui lui n'est que d'une dizaine d'heures. Et ça ne m'étonne pas trop. Dans notre quotidien, la musique est partout. Aujourd'hui, par exemple, mon téléphone m'a réveillé au son d'une petite musique pop. Je suis ensuite allé faire quelques courses au supermarché. J'ai choisi ma boîte d'œufs sur Yesterday des Beatles et j'ai payé sur du Noir Désir. Puis, en rentrant chez moi, je me suis passé devant une école de batterie d'où s'échappaient des rythmes endiablés. Alors si nos journées sont autant remplies de musique, est-ce parce qu'elles représentent un besoin fondamental de l'être humain ? C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, comme d'habitude, on va commencer par quelques questions pour tester vos connaissances sur le sujet. Vous êtes prêtes ? Ouais. Alors, on va commencer par Cécile. Oula. J'ai un petit peu peur. Je t'écoute. Quel est le plus ancien instrument de musique retrouvé et de quand date-t-il ? Oula, je sais pas, une percussion ? Mais du coup, je ne sais pas de... Non, même pas. Même pas. Ça commence mal. Une flûte ? Ouais, tout à fait. Ah. Exactement. Mais alors, de quand ça date ? Préhistorique ? Ouais, c'est préhistorique. En fait, c'est une flûte qui a été retrouvée à Geisenklosterle, une ville un patelin en Allemagne, on va dire. Et cette flûte était fabriquée dans un os d'oiseau, avec des trous qui avaient été percés dedans. Et elle date entre 42 000 et 43 000 ans. Ah ouais. Voilà. Mais évidemment, ça c'est un instrument de musique. Il est fort probable qu'il y ait eu aussi des instruments de percussion qu'on peut plus difficilement identifier parce qu'au finalement on peut taper sur tout et n'importe quoi pour faire de la percussion. Tout à fait. Et puis il y a le chant, il y a la voix humaine évidemment qui permet de chanter et ce potentiellement depuis beaucoup plus longtemps. Alors maintenant j'ai une question pour Sybille. Ouais. Pourquoi George Gershwin a-t-il baptisé sa Rhapsody in Blue ainsi ? Alors, je connais pas trop la référence, mais je pense Il n'y a pas besoin de connaître la référence, c'est juste le titre. Il voulait dire qu'il était déprimé parce que le blues, être déprimé... Non, c'était un petit peu le piège. T'as pas une autre idée ? Peut-être qu'il avait plus que de l'encre bleue pour son stylo quand il a écrit la partition. Non, en fait, il était synesthète. Ah, moi aussi, un peu. Ouais. Non, pas vraiment. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est-à-dire que certains de ses sens se combinaient. Par exemple, quand tu es synesthète, par exemple, tu entends un mot et tu y associes une couleur. Sybille peut peut-être mieux l'expliquer que moi, vu qu'elle-même est un peu synesthète sur certaines choses. Oui, en fait, pour moi, c'est juste les lettres qui ont des couleurs. Je sais pas voilà. si les lettres ont des couleurs pour toi, Cécile. Pas du tout. Pour moi, le O est rouge, le U est orange, le I est jaune, le E est bleu. Et c'est une évidence, en fait. Le A est marron aussi. Mais c'est le cas pour beaucoup de monde ou c'est juste toi qui... Alors non, chacun a sa propre couleur. Parce que j'en ai déjà parlé avec ma maman. Je crois qu'elle aussi, elle associe des couleurs aux lettres. Ouais. D'accord. Et c'est pas les mêmes que moi. Alors que I, citron, jaune, acide, évident. Tu vois. Évident. Okay. Donc non, en fait, ça, c'est encore une version assez limitée, mais il y a des personnes synesthètes qui vraiment, associent, je pense, des odeurs à des couleurs, des mots à des bruits. Ouais. C'est vraiment, en fait, associer différents sens entre eux. Ok, ouais, c'est marrant. Et en fait, pour la petite info, j'ai vu que ça vient du développement du cerveau, en fait, qui n'irait pas complètement jusqu'au bout au niveau des sens. Tu veux dire que je suis pas finie, quoi. Mais on est tous peut-être pas tout à fait finis sur certaines choses, je sais pas. Et du coup, ce qui fait que les différents sens restent connectés entre eux, alors qu'ils devraient s'être séparés au fil du développement, en fait. Hyper intéressant. Mais justement, c'est pas du tout grave. Et en l'occurrence, George Gershwin, pour lui, cette musique qu'il a écrite était bleue. Ah. Voilà, il a voulu peut-être écrire une musique bleue et il a écrit ce morceau qui, pour lui, était bleu. Okay. C'est marrant, ça. Donc, la prochaine question est pour toi, Cécile. Quel genre musical est réellement universel ? Oula.
Il existe dans toutes les cultures du monde, indépendamment les unes des autres. Musique classique? Non. Sibylle, aide-moi. Sibylle. Alors, tout à l'heure, tu parlais des percussions, donc peut-être les percussions. Alors ça, c'est un instrument, mais là, je parle Ouais. plutôt d'un style de musique. Donc, Cécile était... Ah, le chant. Mais c'est pas un style. c'est pas un style non plus. Un style, Non. ce serait genre effectivement de musique classique, de la pop, du rock. Ouais. Mais je ne sais pas. Eh bien, c'est la berceuse. C'est vrai? Ah bah oui. Ah, Bah oui, c'est logique. Toutes les mamans du monde chantent des berceuses à leurs petits. Et les papas aussi. Les papas Et aussi. les papas aussi, oui. Mais c'est là, oui. Mais c'est là que c'est très intéressant, c'est que justement des études ont montré que l'effet du chant des voix féminines adultes a beaucoup plus d'effet sur les bébés que les voix masculines ou les voix des enfants. Mhm. Et on a mesuré cet effet en mesurant les quantités de cortisol dans les petits prélèvements de salive pour mesurer le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et on a remarqué une réduction du stress pendant au moins 25 minutes après que l'enfant a entendu une berceuse. Donc oui, papa peut chanter des berceuses, mais ça aura moins d'effet que quand maman les chante a priori. Ah, c'est drôle. Il faut choisir un papa à la voix pas trop grave, quoi. Oui, il faut qu'il chante... Soprano. Un peu chante soprano, voilà. Exactement. C'est hyper intéressant. Ouais. Ouais, carrément. Ah, c'est chouette. J'aime bien l'idée. Enfin, dernière question pour Sibylle. Qu'est-ce que l'effet Château Lafite du nom du vin? J'ai une idée. Peut-être que quand on a un peu trop bu, on chante plus juste. Mais seulement si c'est du vin de qualité. Alors non, c'est pas ça. Le Château Lafite est un vin quand même plutôt haut de gamme. Hein, et en fait, on a montré que les clients dans un restaurant de luxe ou dans un magasin où il y aurait de la musique classique, par exemple, vont plus avoir tendance à choisir les produits les plus chers. Ah ouais? Et notamment, il y a une recherche qui a été conduite en 2003 où ils ont montré, ils ont passé 18 jours dans un resto et ont comparé les recettes des soirées où le dîner se faisait avec de la musique classique et ceux où il y avait de la musique pop ou pas de musique. Et ils sont aperçus qu'effectivement, quand il y a de la musique classique, les clients allaient plutôt vers les plats les plus chers ou aussi dépensaient plus pour les vins. C'est marrant. L'effet Château Lafite. C'est cool. Bon, voilà. Alors, je propose maintenant que vous me parliez toutes les deux un petit peu de vos expériences avec la musique. Alors, est-ce que vous en écoutez souvent? Si oui, dans quel contexte? Et quelle importance la musique a-t-elle pour vous? Sibylle, tu veux commencer? Oui, je veux bien. Alors, en fait, j'avais prévu de vous expliquer, toute fière de moi, que j'écoutais quasiment de la musique tous les jours, mais maintenant que je sais que la plupart des personnes en écoutent carrément 20 heures par semaine, en fait, c'est pas très impressionnant. Et d'autant plus que ce que je voulais vous dire, c'est que j'écoute de la musique quasiment tous les jours dans le contexte de mon salon, où un merveilleux pianiste du nom de Raphaël vient jouer de temps en temps. Voilà, donc j'écoute beaucoup ce que Raphaël fait au piano, c'est très agréable. Et Je ça met une confirme. belle Merci. ambiance. Mais sinon, non, pas trop. Moi, j'écoute, je pense, beaucoup moins de musique que la moyenne des gens, parce que je ne travaille pas en musique, déjà, ça me perturbe d'écouter de la musique. Et quand je fais, par exemple, le ménage ou quand je suis dans le train, je préfère écouter des podcasts ou écouter des audiobooks que d'écouter de la musique. Parce que j'adore les histoires, vraiment. Enfin, donc, j'ai trop envie d'écouter des choses qui me racontent des histoires ou des histoires imaginaires ou vécues, et moins de la musique. Et j'aime bien assister à un concert de temps en temps, mais voilà, j'écoute pas tellement de musique au quotidien, à part le piano dans mon salon. Et donc, l'importance que la musique a dans ma vie, elle n'a pas une importance centrale. Je pense que je pourrais faire sans. Mais c'est pas une expérience possible, comme tu l'as bien dit dans ton introduction, il y a toujours de la musique, donc en fait je me rends peut-être pas compte, peut-être que si je n'avais pas de musique dans ma vie, ça me manquerait quand même un petit peu. Et si je ne t'entendais plus jouer au piano, c'est sûr que ça me manquerait aussi. C'est beau les déclarations comme ça en Comme ça en live. live.
Mais non, j'ai pas de playlist sur mon téléphone. Voilà, ça n'a pas une importance dans les choses, par exemple, que je partage avec mes amis. Ça va toujours être plutôt le dernier livre que j'ai lu, les podcasts que j'ai écoutés, mais très très rarement une bonne chanson que j'ai trouvée, même si j'aime bien à l'inverse qu'on m'en recommande. Et toi, Cécile ? Eh ben moi, ça va ressembler un petit peu à ce que tu dis, parce que par contre, quand j'étais jeune, j'en écoutais beaucoup. J'en écoutais beaucoup, enfant, via les CD et les vinyles qu'écoutaient mes parents. Après, quand j'étais ado, j'en écoutais beaucoup avec mon MP3 et aussi via les émissions musicales à la télé que je regardais pas mal. Et à la fac, j'avais une voiture et du coup, j'écoutais la musique dans la voiture tous les jours. Donc j'en écoutais vraiment beaucoup. Et en fait, comme beaucoup de choses, en fait, il y a pas mal de choses qui ont changé quand je suis partie de chez moi, puisque je n'avais plus la télé, ni la radio, ni de CD et MP3, parce que c'était la période où, en fait, ce n'était plus l'objet qu'on utilisait pour écouter de la musique. Et donc, ça fait bientôt 10 ans que je n'en écoute plus au quotidien. Et en fait, le fait de moins en écouter, je suis plus au courant des derniers artistes aussi et des dernières musiques. Donc, je ne sais plus trop quoi écouter aujourd'hui, ce qui est un peu embêtant. Et aussi, moi je vis avec un compagnon qui lui ne fait pas de musique, donc je n'en écoute pas au quotidien. Et du coup, on n'a pas ce réflexe ensemble d'en écouter. Et comme toi, Sybille, du coup, moi dans les transports, je lis. Quand je marche, j'écoute des podcasts ou je suis au téléphone. Et je peux pas non plus travailler en musique. Donc en fait, ça limite vraiment ma pratique, en tout cas mon écoute. Par contre, j'adore en écouter quand je vais chez les autres, ou même quand je vais dans un café et qu'il y a de la musique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand je me balade dans la rue, qu'il y a des artistes de rue, j'adore en écouter, mais c'est pas du coup quelque chose de quotidien. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que par contre, j'adore écouter de la musique. C'est vraiment, ça me provoque, on va dire, des émotions assez intenses, à la fois de la musique ultra joyeuse ou à la fois de la musique assez mélancolique. J'aime bien ces deux extrêmes-là. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'un de mes moments préférés dans la semaine, c'était mon cours de danse. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que c'est du Lindy Hop, donc c'est sur de la musique swing. Et en fait, ça me donne une pêche de dingue. Donc c'est un peu mon rendez-vous hebdomadaire finalement avec la musique, l'air de rien. Et j'ai aussi remarqué un truc assez marrant, c'est que quand j'écoute de la musique avant de dormir, ce que je fais parfois quand je suis très stressée, je me rends compte que je rêve derrière beaucoup plus que quand je n'en écoute pas. Et du coup, j'ai trouvé ça assez drôle. C'est marrant. Mais à mon grand désespoir, je n'écoute pas beaucoup de musique. J'ai un collègue qui m'a envoyé ses playlists pour me donner de quoi écouter un petit peu, parce que je me trouve un peu démunie. Donc voilà. Et toi, Raphaël ? Moi, comme disait Sybille, j'ai mon piano dans mon salon et donc j'en joue beaucoup. Pour moi, la musique a toujours une importance, une grande importance. Mes parents écoutaient énormément de musique, surtout de la musique classique. Mes grands-parents aussi d'ailleurs. Mon père faisait de la guitare, ma mère un petit peu de piano. C'est comme ça que je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit et que j'ai commencé à apprendre le piano quand j'étais petit. Et donc du coup, j'ai aussi toujours beaucoup écouté de musique. C'est d'ailleurs un peu contrairement à toi, Sybille, quand je fais le ménage ou des choses comme ça, ce que je préfère écouter. Moi, je suis moins attiré par le fait d'écouter des histoires, des podcasts d'ailleurs. C'est sympa d'en faire, j'aime bien, mais j'en écoute pas forcément beaucoup. Et voilà, mais j'en écoute aussi potentiellement à presque tous les moments de la journée. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moins amené à me déplacer en transport, sauf pour des longs voyages. Donc c'est pas forcément quelque chose d'aussi quotidien que justement quand j'étais étudiant aussi, où effectivement j'avais toujours mon MP3 à l'époque, et voilà. Mais même dans les voyages en train, pour les plus grandes distances, là j'aime aussi beaucoup écouter de la musique. Et puis aller à des concerts aussi, c'est quelque chose... En plus, c'est encore une autre expérience qui est encore beaucoup plus intense, je trouve. C'est sûr. Mais voilà, oui, donc la musique, pour moi, c'est très présent et très important. Et pour rappel, c'est Raphaël qui a composé la musique de French Baratin, qui est trop cool. Oui. Merci. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà.
Alors, on a parlé maintenant de l'importance que la musique revêt pour chacun et chacune d'entre nous. Donc on pourrait peut-être discuter de est-ce que la musique est un besoin fondamental de l'être humain, en général. Donc est-ce que pour vous, la musique est une chose qui distingue l'être humain des autres animaux? À quel niveau, du coup? Dans l'écoute ou dans le fait de faire de la musique? Dans le fait d'en écouter, d'en faire, enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est exclusif à l'humain? Est-ce que seuls les êtres humains, est-ce que voilà, c'est une caractéristique propre à l'humain, ou est-ce que d'autres animaux font ou écoutent la musique? Parce que je pense aux oiseaux. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'ils font de la musique quand ils chantent? Ou c'est inconscient et du coup c'est pas... En fait, pour les oiseaux, justement, enfin, pour la plupart des animaux, on s'est aperçu que les chants en fait, qu'ils font, je pense aux oiseaux, je pense aux baleines aussi, par exemple, ont une fonction, en fait. Souvent plutôt axée sur la reproduction. Oui. Chez les oiseaux, c'est surtout c'est ça. Souvent, ils ont 3 types de sons qu'ils peuvent produire. Des cris pour alerter, des sons aussi pour marquer leur territoire, et des chants produits surtout par les mâles pour l'accouplement, pour attirer les femelles, et voilà. Et donc aussi, c'est pour ça qu'on les entend plus aussi au printemps, qui est la période aussi de l'accouplement. Voilà, donc il y a une fonction très particulière. Donc, est-ce que c'est vraiment de la musique? Pas forcément. D'ailleurs, il y avait une expérience intéressante qui a été faite sur des canaris. Ils ont essayé de voir si on pouvait apprendre à des bébés canaris d'autres chants, s'ils seraient capables d'apprendre n'importe quel chant, ou s'ils étaient forcément programmés pour chanter le chant du canari, quoi. Voilà. En fait, ils sont aperçus que les bébés pouvaient apprendre à chanter tout et n'importe quoi, mais qu'avec leur développement, au moment où ils passaient à l'âge adulte, leur chant se fixait sur le chant de l'adulte qui, avec ses fonctions que j'ai décrites avant. D'accord. Donc elle n'a pas forcément un sens, quoi, la musique. Elle a un objectif, elle a une fonction, mais elle n'a peut-être pas forcément un sens, quoi. Mais je trouve que ça distingue pas forcément, entre guillemets, la musique des animaux de la musique des humains, parce que la musique des humains peut aussi avoir ce genre de sens. Il n'y a qu'à voir le nombre de chansons d'amour qui existent parmi toutes les chansons. Il y a aussi parfois des musiques qu'on fait pour séduire, pour exprimer son amour. Alors, c'est pas aussi codifié que chez les canaris, mais... Quoique. On pourrait presque dire que cette fonction, elle existe aussi dans la musique humaine. On voit bien, je sais pas, le cliché de l'homme dans la rue avec sa guitare qui fait un peu de musique pour séduire une passante. Une sérénade. Voilà, exactement. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est effectivement une théorie émise par un scientifique dont je me souviens plus le nom, mais que c'est un petit peu son idée fixe apparemment, que la musique chez l'humain, c'est ça aussi, quoi. C'est pour attirer les groupies, quoi. Alors moi je dis pas que c'est que pour ça, hein. Oui. Attention, je dis juste que ça existe aussi comme fonction. Voilà, c'est que c'est un peu réducteur, effectivement, de dire ça, mais parce qu'en plus, voilà, c'est pas que chez les humains, c'est pas que les hommes qui font de la musique, c'est les femmes aussi. Non, bien sûr. Oui, mais les femmes peuvent vouloir séduire les hommes aussi. Aussi, voilà. Chez les humains. Tout à fait. Mais après, je repense aussi à la deuxième partie de ta question sur le fait d'écouter de la musique. J'entendais dire alors forcément, peut-être pas entre eux, mais on pouvait leur faire, en tout cas, écouter de la musique humaine aux plantes et aux animaux, et que on pouvait voir des effets assez étonnants, que la musique avait un réel impact sur le bien-être des plantes et des animaux. Alors chez les plantes, on voyait que c'était potentiellement plus florissant, plus dense, enfin voilà, on voyait que ça avait l'air de faire du bien. Et au niveau des animaux, on disait que, alors selon le type de musique, mais ce qui est peut-être aussi assez logique, c'est que ça les rendait beaucoup plus doux, jovial, qu'ils étaient beaucoup plus à même, alors ça c'est intéressant, mais d'être proche de l'homme, donc à savoir si c'est parce que la musique est humaine ou pas, mais en tout cas que ça avait des vrais bienfaits, la musique sur les animaux. Donc ça veut dire potentiellement que même s'ils en produisent pas, ils y sont aussi sensibles. Un bon exemple peut-être de ça, c'est notre petit chat qui se met souvent à côté de Raphaël quand il joue du piano. Oh. C'est vrai qu'on avait surtout observé ça au début, quand on était toute petite. Mais là, c'est intéressant justement parce que dans mes lectures, j'ai vu que c'est un peu à prendre avec des pincettes, tout ça, parce que c'est beaucoup d'observations un peu empiriques,
où on peut avoir tendance, nous, en tant qu'humains, à projeter des choses, Oui, à vouloir voir des choses là où il n'y en a pas. En fait, le truc, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas énormément d'expériences scientifiques un peu encadrées et sérieuses qui ont pu démontrer l'un ou l'autre. Mais jusqu'ici, ce qui a été démontré, c'est qu'il n'y a pas forcément vraiment d'effet en fait sur les animaux sur lesquels les expériences ont été faites. Il y a notamment une expérience assez connue, en tout cas je pense qu'elle est connue parce que je l'ai revue un peu partout. C'est une expérience où ils ont pris des singes, alors c'était des petits singes, hein, c'était pas des primates comme les chimpanzés, ou voilà. C'est des petits singes tamarins qu'ils ont mis dans une cage en V. Dans l'une des branches, il y avait un haut-parleur, dans l'autre aussi. Et d'abord, ils ont testé en fait l'idée de base en diffusant dans l'une des branches des sons agréables de singes qui grignotaient de la nourriture, et dans l'autre, des sons désagréables pour les singes, des cris de singes épouvantés, pour voir s'ils allaient plutôt dans l'une ou l'autre des branches. Ils ont vu qu'ils allaient plutôt dans la branche avec des sons agréables pour eux. À partir de ce moment-là, ils ont fait le même test avec d'une part des sons consonants et des sons dissonants dans chacune des branches. Ils pouvaient choisir entre l'un ou l'autre. Et il s'est trouvé que c'était à peu près égal. Ils allaient dans l'un ou l'autre, il n'y en avait rien à faire. Puis ils ont retesté en mettant une berceuse et de la musique électro un peu à donf, quoi, pour exacerber un peu le truc, quoi, parce que voilà. Là, les singes ont préféré la berceuse. Mais ensuite, ils ont testé entre berceuse et silence. Et là, les singes ont préféré le silence. En gros... Laissez-nous tranquilles. En gros, c'était foutez-nous la paix surtout, quoi. Ils en avaient marre de se faire mettre voilà, dans une cage avec plein de bruit tout le temps. Après, ils se sont demandé si c'était peut-être une question d'inné ou d'acquis. Peut-être que parce qu'ils n'étaient pas suffisamment exposés à la musique, et ben peut-être que voilà, s'ils étaient plus, et ben ils choisiraient plus. Donc ils ont essayé en les exposant pendant 4 mois, plusieurs heures par jour à de la musique consonante, et le résultat n'a pas changé. Ça veut dire quoi, consonante? Donc ça, c'est des sons qui sont plus agréables que des sons dissonants. Qui vont ensemble. Ah oui, d'accord. Qui vont ensemble. Qui sont agréables à nos oreilles, des intervalles musicaux que nous on aime bien, versus ceux qui sont un peu grinçants, qui sont trop proches et qu'on n'aime pas trop. Mais du coup, ça c'est juste les tamarins, parce que peut-être qu'en fait c'est juste ces singes-là qui sont pas très sensibles à la musique. Oui, effectivement, les tamarins en plus c'est pas franchement les animaux les plus proches de nous, donc en termes d'évolution ou quoi. Donc voilà, il faudrait faire ce genre d'expérience sur des primates comme le chimpanzé avec qui on partage 98% d'ADN, pas avec des tamarins qui sont plus éloignés dans la branche, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, ça tient à cœur aux humains de partager leur musique avec les non-humains, parce que j'avais vu qu'il y a des élevages de chats où ils font tout un programme pour introduire les petits chatons à différents styles de musique. Donc on commence par la musique classique, après on va introduire le rock des années 70-80, après la musique des années 90, et comme ça, quand le petit chat rejoint sa famille définitive, et bien quelle que soit la musique écoutée par les nouveaux propriétaires, eh bien, le chat est censé aimer. En tout cas, c'est ce que mettent en avant ces élevages. Il ne sera pas trop traumatisé. C'est marrant, ça. Oui, j'ai vu aussi qu'il y a des groupes qui composent de la musique pour les animaux et pour différents types d'animaux. Donc, il y en a qui font de la musique plutôt pour des chiens et d'autres de la musique plutôt pour des chats. Parce qu'apparemment, ils préféreraient des choses différentes. Bon, tout ça, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, je pense. Hein, parce que... Et donc, les chats préféreraient des musiques où il y aurait dedans des sons qui ressembleraient à des ronronnements. Et les chiens, je sais plus, quelque chose d'autre, tu vois. Et en fait, il y a un morceau comme ça qu'on peut trouver sur YouTube pour chat. Tu peux écouter, mais c'est vraiment pas agréable pour un humain. On entend le ronronnement, le vague ronronnement qu'ils ont mis dedans, ça passe encore, mais il y a des sons plus aigus qui sont assez désagréables en fait à entendre. Donc ouais, on sait pas ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas. On sait pas. Mais même quand tu parlais tout à l'heure de la question initiale de est-ce que c'est un besoin fondamental de l'être humain, ce qui est marrant, c'est du coup, selon la statistique, on écoute plus de 20 heures par semaine de la musique. Et là, on arrive sur notre échantillon de tous les trois, où Sybille et moi, on n'écoute pas, on est loin de ces 20 heures. Est-ce que c'est du coup vraiment un besoin fondamental ? Enfin, parce que du coup, oui, mais moi, j'ai l'impression de... Même si j'adore ça, j'ai pas l'impression d'en avoir besoin au quotidien.
Oui, alors là, effectivement, ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, les baleines ou les oiseaux ont des chants qui ont une fonction reproductive ou des choses comme ça. Un oiseau privé de sa possibilité de chanter serait sérieusement handicapé. Alors qu'un humain sans musique, il n'aurait pas de problème, il continuerait à pouvoir, a priori, entretenir des liens sociaux à peu près normaux et survivrait sans musique. Donc, oui, tu as raison. Et en même temps, j'écoutais tout à l'heure quelqu'un qui disait que la musique faisait partie de toutes nos célébrations, enfin presque toutes nos célébrations humaines. Ouais. Et du coup, ça fait partie aussi des liens sociaux. Oui, absolument. Donc, c'est vrai que c'est dans ces moments-là, un exemple bête, mais les mariages, ou tous les autres événements, mais je pensais à ça récemment. Rien que la berceuse, là, pour en revenir à ça, c'est même limite le point de départ, en fait, de la création d'un lien social là, entre la mère et l'enfant. Les autres membres de la famille éventuellement. Je l'ai testé avec ma nièce, ça marche vachement bien. Voilà. Tu lui as chanté quoi? Je lui ai chanté, pour le coup c'était une berceuse en anglais que j'avais utilisée dans le contexte professionnel et c'est fou parce qu'elle était en pleurs et ça l'a calmée mais direct. C'était hyper agréable, comme t'as l'impression d'être vachement puissant en fait quand t'arrives à faire arrêter un bébé de pleurer. Donc c'était hyper fort. Donc, même la tata ça marche. Mais c'est fou parce que du coup, je pense aux bébés qui ne parlent pas. C'est là où tu vois que, quelle que soit la langue, du coup, c'est vraiment la musique qui va connecter à un instant T deux êtres humains. C'était peut-être un hasard, voilà, mais quand même, c'était un moment hyper fort, j'ai trouvé. Oui, effectivement, quand on observe les bébés, ils vont pas réagir aux paroles, en fait. C'est pour ça que aussi souvent, tu as des berceuses soit avec un texte qui n'a aucun sens, soit apparemment dans certaines régions, dans le bouquin que j'ai lu, il parlait, je crois, en Toscane, les adultes introduisent dans les textes des éléments où ils se plaignent de leurs voisins, de leur mari, donc ça servait aussi un peu d'exutoire pour la mère. Donc à la fois ça permet à la mère de se calmer en chantant tu vois, et le bébé aussi évidemment à travers la musique, mais la mélodie en elle-même qui elle est apaisante. Enfin tout le monde se retrouve apaisé et voilà. Mais ce que tu disais tout à l'heure avec le fait qu'elle était aussi présente dans les mariages, etc. Ça rebondit sur ce que je disais dans l'intro tout à l'heure. La musique est présente dans les rites religieux, dans les moments de fête, dans les parades militaires, les hymnes nationaux. Et jusqu'à très récemment, jusqu'au moment où on a pu enregistrer la musique et donc créer des supports pour les réécouter derrière, les disques, les CD, la musique ne pouvait être que écoutée collectivement. Donc c'était toujours l'occasion d'un lien social en fait. Ah oui. Oui, alors que là on est tout seul avec nos casques. Alors qu'aujourd'hui, maintenant on peut écouter notre musique chacun dans notre coin. Pour la faire, on est encore obligé a priori de se mettre à plusieurs quand on est dans un groupe, etc. Même si on peut faire du piano tout seul ou certains instruments tout seul évidemment, mais en même temps, il continue d'y avoir des concerts. Bah, c'est vrai que du coup c'est là où on voit que ça rassemble énormément la musique. Enfin d'avoir envie de se connecter tous ensemble et c'est quelque chose qui est assez transcendant pour beaucoup de personnes, la musique, quoi. Là, je pense que c'est pas forcément un besoin fondamental dans le sens de la survie. Il y a même des personnes qui supportent pas la musique, apparemment, un petit pourcentage de la population. Mais par contre, c'est vraiment, comme vous dites, un outil formidable de lien social. J'ai plusieurs exemples dans ce sens-là. Alors d'abord, dans le sens médical, on n'en a pas parlé, mais la musique peut vraiment jouer un rôle pour aider des personnes qui ont certaines maladies, et notamment Alzheimer. Et justement, ça peut reconnecter les personnes qui ont Alzheimer à leurs souvenirs et à leur entourage. Il y a des expériences qui ont été faites en faisant chanter des chansons de leur passé aux personnes qui ont Alzheimer, et ça leur a permis de retrouver certains souvenirs. Il y a notamment un neuropsychologue qui s'appelle Hervé Platel qui a fait beaucoup d'expériences dans ce sens-là et qui raconte qu'une danseuse, une ancienne danseuse devenue très âgée qui avait Alzheimer, a retrouvé les mouvements du lac des Cygnes en écoutant la musique de ce ballet qu'elle avait dansé. C'est trop beau. Et donc là aussi, la musique permet de se reconnecter à la fois à soi mais aussi aux autres. Et apparemment, les personnes qui ont Alzheimer dans ces expériences ont pu aussi apprendre des nouvelles chansons, alors qu'elles ont beaucoup de mal à apprendre de nouvelles choses.
Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et puis encore plus, dans la dimension collective, la musique peut carrément jouer un rôle pour créer un lien qui n'était pas là ou qui était abîmé en quelque sorte. Et là, je pense à l'utilisation de la musique dans certaines négociations, dans certaines médiations. Il y a un épisode du podcast Les Pieds sur Terre qui m'avait énormément marqué et auquel j'ai tout de suite pensé quand Raphaël, tu nous as proposé ce sujet. Et c'est un épisode qui parle des négociations difficiles et dans lequel était interviewé un certain Jacques qui est spécialiste de la communication interpersonnelle et qui a servi de facilitateur dans plus de 80 médiations pendant 30 ans. Et notamment, il est intervenu entre des Israéliens et des Palestiniens. Et en fait, ce qu'il raconte dans ce podcast, c'est qu'en 1999, donc c'est pas tout récent, il a participé à une tentative de rapprochement entre des professeurs d'histoire palestiniens et israéliens qui devaient réfléchir à s'il était possible ou pas de présenter une histoire commune, en fait. Et donc, il y avait évidemment des tensions, puisque il y a ce conflit incessant entre Israël et Palestine, qui est d'ailleurs encore plus fort en ce moment. Et en fait, il a observé l'un des professeurs d'histoire palestinien qui jouait un petit peu avec un petit tambourin qu'il avait apporté. Et ça lui a donné l'idée de demander aux Palestiniens d'enseigner une danse aux Israéliens et aux Israéliens d'enseigner une chanson aux Palestiniens, pour voir s'il pouvait y avoir un échange culturel entre les deux groupes. Et donc, à l'issue de cette rencontre de médiation qui avait lieu en Suisse, eh bien, comme il le dit dans le podcast, les Israéliens ont dansé la danse palestinienne et les Palestiniens ont chanté la chanson israélienne. Et pour lui, c'était vraiment un très beau moment. Il le dit avec plein d'émotion dans sa voix. Et ouais, je trouve ça vraiment magnifique parce qu'effectivement, autour de la musique et la danse aussi, deux groupes qui ont tout pour s'opposer, qui ont une histoire de conflit derrière eux, ont pu se réunir et partager un beau moment. C'est comme le West Eastern Divan Orchestra créé par Daniel Barenboim, composé de musiciens israéliens et palestiniens. Ouais. Qui continue à exister, voilà, j'ai vu toujours aujourd'hui. Qui continue à exister, et qui a été créé en 1999 et qui continue à travailler ensemble malgré le conflit. Et j'avais vu un documentaire là-dessus une fois où ils interviewaient les musiciens et où tous les musiciens disaient oui, on a des désaccords parfois forts dans nos discussions politiques. Enfin, parfois c'est vraiment tendu, c'est compliqué quand on parle de ces sujets-là, mais quand on fait de la musique ensemble, on fait de la musique ensemble et c'est tout. C'est le pouvoir de la musique, c'est le côté transcendant. Ouais, il y a quelque chose qui nous relie vachement au corps et pas juste à la tête, où on vit le moment vraiment. Je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'expérience sur la danse. Moi, c'est le seul moment, du coup, quand j'écoute de la musique, c'est que j'arrête avec mon mental. Et c'est tellement apaisant, en fait, avec son mental, quand on est quelqu'un qui est beaucoup dans son mental. Et du coup, c'est là où on va oublier nos problèmes et du coup, dans ce cas-là, nos différends. Et je trouve que c'est assez chouette. Pour rebondir sur les animaux, c'est comme si on reprenait notre statut, pas juste d'être humain, mais d'être vivant. Enfin, je sais pas. Et ça fait ressortir nos émotions de façon très intense. Oui. Ce qui est assez difficile, c'est de déterminer quelles zones du cerveau sont impliquées dans le fait d'écouter et de faire de la musique. Mais il semblerait que les centres émotionnels sont aussi lié effectivement, on le sait évidemment un peu empiriquement par notre propre expérience, mais ça a aussi été montré en faisant des scans sur les étudiants à qui on a fait écouter des musiques avec des passages plus ou moins dissonants, donc des passages plus ou moins désagréables à écouter. Et quand c'était des passages plus désagréables, il y avait certaines zones qui s'activaient, et quand au contraire c'était des musiques agréables, là c'était notamment aussi le système limbique qui s'activait, qui est le système lié à tout ce qui est récompense, tous les mécanismes de motivation qui sont liés aussi aux choses plus archaïques comme le fait de se nourrir, la reproduction et tout ça, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais, Cécile, que la musique était aussi une manière de sortir de ton mental qui tournait trop en rond, donc une forme d'exutoire peut-être, d'échappatoire, je sais pas si c'est comme ça que tu le vois. Ou de reconnexion. De reconnexion, ouais. Ça me fait penser à un article que j'ai lu sur le site internet de la Cité de l'Espace. Ça fait un petit lien avec notre épisode sur Mars, qui expliquait que la musique était très présente aussi sur l'ISS, donc sur la Station Spatiale Internationale, qui est dans l'espace,
on peut jouer de la musique. Et donc là, je pense qu'ils ont considéré que c'était essentiel pour justement que les astronautes se reconnectent à leurs émotions ou comme un divertissement aussi, mais peut-être aussi comme justement une manifestation de leur humanité. Enfin, toujours est-il que y a plusieurs astronautes qui ont eu l'occasion de jouer de la musique. Et pour parler de Thomas Pesquet, le célèbre astronaute français, par exemple, lui, il a reçu son saxophone dans une capsule qui lui a été envoyée pour son anniversaire. Et il a pu faire du saxophone comme ça dans l'espace. Moi, je trouve ça incroyable. Et puis, pour faire le lien cette fois avec notre mini-épisode d'été où on avait parlé un petit peu des Jeux Olympiques, en 2021, en l'honneur des Jeux Olympiques qui allaient arriver 3 ans plus tard dans la capitale française à Paris, là, Thomas Pesquet avait joué la Marseillaise depuis l'espace. Voilà. Donc, comme si, même dans les situations les plus extrêmes, la musique était un outil vraiment puissant pour le bien-être humain. Comme potentiellement tout art, finalement. Ouais. Enfin, je sais pas, hein, c'est ce que je me dis que c'est quelque chose qui paraît pas indispensable, mais qui est clairement une expression de notre humanité. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Oui, voilà, on s'exprime à travers la musique, c'est une expression de notre humanité, mais certains choisiront peut-être de s'exprimer plus à travers un autre art, finalement. Peut-être, ouais. Mais par contre, pour rebondir sur l'idée que la musique serait un art parmi d'autres, dans les limites, on va dire, de la musique pour les humains, ou des bienfaits de la musique pour les humains, je pense que parfois elle divise aussi. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on pouvait se réunir autour de musique partagée, mais il y a aussi le côté socialement situé de la musique qui fait qu'il y a peut-être certains codes liés à la musique classique, mais ça peut être aussi chez les jeunes, au contraire, à tel rappeur hyper à la mode, et si tu le connais pas, t'es pas dans le coup. Donc, il peut y avoir aussi des groupes qui se forment et qui se divisent autour de différents styles de musique. Et donc, en ça, elle serait en même temps typique de l'expérience humaine où on n'est pas toujours d'accord entre nous. Ouais, par exemple, à Londres, dans le métro, dans les transports, ils ont mis de la musique classique pour faire partir les jeunes qui traînaient et qui taguaient les trucs. Et ça marchait. Ouais. Ça marchait parce que les jeunes ne voulaient pas être vus par leur père en train de zoner dans un endroit où il y avait de la musique classique. Enfin, justement, tout ce côté jugement, etc. Ils ont joué sur la psychologie des jeunes. Comme ça. Marrant, hein. C'est bizarre de se dire parce qu'on fait partie d'un tel groupe qu'on va pas aimer telle musique. Ça fait un peu prédétermination. Ah oui. C'est marrant. Non, c'est plutôt une construction. C'est justement parce que tu veux être à la mode, que tu vas écouter les rappeurs à la mode. En vrai, t'aimes pas, mais t'écoutes quand même. Je sais pas. Et t'apprends à aimer. Tu t'habitues finalement, En fait, il y a tout un département mené par une scientifique, je me souviens plus du nom, dans une université au Canada, qui étudie les tout petits depuis 30 ans pour voir justement quelles sont leurs capacités, leur rapport avec la musique. Et en fait, ils sont aperçus que, à la différence des adultes, les tout petits n'ont pas de préférence entre les gammes majeures, mineures, occidentales, orientales. Ils n'ont aucune préférence en termes de style de musique, en fait. Pareil pour les rythmes, ils ont la même sensibilité pour tout. Et c'est quelque chose qui se construit ensuite, effectivement, avec ce à quoi ils sont confrontés. C'est marrant. Il y a une musicienne chercheuse, alors je ne sais plus son nom, mais que j'écoutais dans un épisode de podcast qui disait qu'elle avait écrit un livre, je crois, qui s'appelle quelque chose comme « Tous les enfants sont musiciens ». Et que justement, autant les parents parlent naturellement à leurs enfants, mais que si on passait autant de temps à faire écouter de la musique aux tout petits enfants, ils développeraient des capacités assez folles en musique parce qu'ils étaient tous prédisposés effectivement à être musiciens et que justement on les sollicitait pas forcément tant que ça. J'avais trouvé ça intéressant de voir la capacité des enfants en fait et que c'est pas forcément avec les cours de musique en France en tout cas qu'on était. Alors c'est pas dans la petite enfance mais on n'était pas forcément amenés à développer considérablement nos compétences, mais déjà dans la sphère familiale, forcément. Mais on dit souvent aussi que l'écoute de musique à la maison est souvent liée aussi au milieu social, potentiellement. Bien sûr. Sur ce, on approche de la fin de notre épisode.
Et du coup, je voulais vous demander quel rôle pensez-vous que la musique devrait occuper dans les sociétés humaines? Est-ce que vous avez un idéal et lequel? Sybille. Et ben moi, je pense qu'on devrait profiter de tous les bienfaits de la musique, puisqu'il y a beaucoup de recherches. Tu parlais de beaucoup d'expériences, Raphaël, et je pense qu'il y a vraiment en ce moment beaucoup de recherches pour comprendre tout ce que la musique peut faire, et je trouve ça vraiment fascinant. Donc d'une part, qu'on continue à chercher dans ce sens-là, parce que si la musique peut aider des personnes malades à aller mieux, par exemple, ou tout simplement des personnes stressées à se sentir mieux, bah, ce serait vraiment génial. Et sinon, bah, je souhaiterais une place plutôt liée au partage, à la joie et au plaisir pour la musique dans les sociétés humaines, et sans pression, parce que, comme tu le disais, Cécile, l'éducation musicale en France, ce n'est pas forcément cette éducation au plaisir de la musique, c'est plutôt quelque chose d'assez fermé. Enfin, ça dépend énormément des professeurs de musique, hein, mais j'ai eu pour ma part une très mauvaise expérience où si on ne savait pas reconnaître un instrument de musique, eh ben, on n'avait pas le droit d'en jouer. Et si on chantait mal, comme c'était mon cas, on vous disait que vous aviez une voix de garçon, comme si c'était quelque chose de négatif. Enfin bref. Ah bon? Très mauvaise expérience. Oui, j'ai une voix de garçon. Je ne sais pas si vous le savez. Je m'en étais pas aperçu en tout cas. Mais non, voilà, en fait, qu'il n'y ait pas du tout d'aspect punitif autour de l'apprentissage de la musique, mais au contraire qu'on en fasse, oui, un objet de partage, de plaisir et de développement de son humanité, pour ne pas avoir peur des grands mots. Et donc qu'il n'y ait aucune pression à aimer tel ou tel genre de musique, voire à aimer la musique tout court. Si on n'a pas envie d'aimer la musique, ça devrait pouvoir être assumé aussi. Tout à fait. Donc, simplement, une musique plaisir. Et toi, Cécile? Quand tu parles de ton expérience dans l'éducation musicale, moi, ça me fait penser que en France, en tout cas dans les instruments, on est beaucoup habitué à la flûte à bec, ce merveilleux instrument. Mais peut-être justement de démocratiser un tout petit peu plus effectivement l'accès aux instruments. Je pense quand j'étais en Écosse où tous les élèves avaient la possibilité de jouer d'un instrument, d'un vrai instrument. Je trouvais ça assez magique. Et sinon, une façon d'avoir un petit peu plus de musique au quotidien. Alors je sais que ça ne sera pas la vie de tout le monde, mais j'ai un souvenir assez ému des musiciens dans le métro à Paris. Et ça me manque beaucoup à Strasbourg, parce qu'il n'y en a pas du tout dans les trams. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que quand tu arrives le matin et que tu n'écoutes pas forcément naturellement de la musique dans ton casque, et je trouve ça assez chouette justement ce moment de rassemblement quand on écoute de la musique. Voilà. Et toi, Raphaël? Pour moi, oui, ce que vous dites sur l'éducation musicale, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'effectivement, encourager l'éducation musicale, c'est forcément très important, et avec cette dimension de lien social. Parce que moi, ce que j'avais beaucoup apprécié aussi, pour le peu de temps où j'ai étudié en conservatoire, c'était la possibilité de jouer avec d'autres musiciens. C'est un petit peu le seul contexte dans lequel j'ai eu cette possibilité. Et ça, c'est une expérience qui est absolument formidable, où on vit vraiment ce lien, un lien social qui va au-delà du lien social qu'on a au quotidien à travers le langage parlé. Et ce que tu disais, Sybille, sur la musicothérapie, je pense que ça, c'est vraiment aussi hyper intéressant. Ce qu'on peut faire, je pense, dans ce domaine, et je trouve très bien qu'il y ait de plus en plus de recherches dans ce domaine, aussi pour en démontrer l'efficacité sur le plan scientifique, pour que ça devienne quelque chose de plus admis par les médecins de manière générale, qui ont tendance à avoir besoin de chiffres pour pouvoir décider si un traitement est bon ou pas. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, et la musique de notre générique est là pour vous dire au revoir en douceur. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez la chanter et en profiter pour parler de French Baratin autour de vous. Et pour approfondir le sujet du mois, rendez-vous sur Patreon, où on partagera avec vous une transcription complète et de nombreux bonus. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.